Owen, pour rentrer juste très rapidement dans le vif du sujet, avant de te laisser la parole, on apprend en tout cas que sur le confinement, pendant le confinement, les Français ont épargné près de 37 milliards d'euros placés sur des comptes type livret A, livret d'épargne logement, etc. On sait aussi que les Parisiens ont été ceux qui ont le plus épargné, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 6,1 milliards d'euros qui ont été épargnés. Et puis, on nous a demandé, nous, Français, de consommer un peu plus pendant cette période. Et on s'est rendu compte que, du coup, sur le mois d'août, grosse surprise, plus 700 millions d'euros de TVA dépensés et collectés par l'État en août. Donc, c'est là que, normalement, avec une hausse de 5%, on a commencé à reconsidérer un peu à ce que les Français, du coup, consomment. Mais toi, aujourd'hui, par rapport à ça, par rapport à tous ces éléments, finalement, est-ce que c'est si rentable que ça d'épargner sur des banques traditionnelles? Eh ben, plus maintenant, ou du moins de moins en moins. Et c'est du coup tout le sujet de cette prise de parole, c'est de faire un constat. Qu'est-ce qu'il y a actuellement au niveau de l'épargne? Pourquoi est-ce qu'on épargne autant? Parce qu'on vient de le dire, les Français sont des champions. Et ensuite, une fois qu'on a constaté et qu'on a fait les différents points de pourquoi est-ce qu'on épargne, quelles sont les barrières, quelles sont les limites à cette épargne qui ne rapporte plus ou qui rapporte très peu, et surtout, quelles sont les autres alternatives, quelles sont les plus rentables, sachant que c'est toujours une question de risque qu'on est prêt à prendre, et qu'est-ce qu'on peut faire de cette fameuse épargne si on ne veut pas la laisser dormir au fond d'un livret A. Alors justement, du coup, c'est quoi finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les alternatives par rapport à une banque traditionnelle? Alors, aujourd'hui, j'ai envie de mettre, je sais pas, j'ai 100 euros que j'ai envie d'épargner, qu'est-ce que je peux en faire? Des solutions, il y en a plusieurs, mais ce qui est dur, c'est de comprendre la notion de risque. Est-ce qu'on veut épargner différemment ou est-ce qu'on veut investir? Et c'est là toute la question, parce que j'en connais, moi, des façons de dépenser 100 euros. Par contre, sans prendre aucun risque, là, c'est la bonne question. Donc, le but, ça va être globalement d'aborder tous les différents domaines, d'ouvrir un petit peu la discussion à un moment sur ça, et ensuite de se concentrer sur le domaine que je maîtrise le mieux, c'est-à-dire les crypto-monnaies et la blockchain, qui proposent, par exemple, des alternatives à tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la finance traditionnelle. D'accord. Donc, le mot est lâché, crypto-monnaie. Principalement, en tout cas, c'est le domaine que je défends puisque c'est celui que je connais le mieux. D'accord. Alors, du coup, aujourd'hui, explique-moi un peu les différentes mécaniques qui sont possibles. Qu'est-ce que je peux faire de ces 100 euros? Déroule un peu ce que tu voulais, ce que tu me présentais tout à l'heure avant qu'on vienne, parce qu'on essaie quand même de préparer un peu les conférences avant de venir. Alors, en fait, ça va être le fait principalement de comprendre pourquoi est-ce qu'on épargne. Il y a 4 grosses raisons que je vais développer du coup dans ma prise de parole. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans un pays où l'immobilisme va très bien? Pourquoi est-ce que ça nous convient de tout laisser sur son compte? Pourquoi ensuite est-ce qu'on a épargné 2 voire 3 fois plus que l'année dernière alors que le livret A est passé d'un 0,75 à un 0,5? Et ensuite expliquer qu'il y a maintenant des régulations qui se mettent dans différents domaines, comme par exemple l'immobilier. On peut de plus en plus facilement partir vers le marché de l'immobilier, l'or, comme on en a parlé également, les métaux précieux, mais également du coup cette fameuse crypto-monnaie, si on arrive à en comprendre la profondeur et les risques, et dans quelle proportion? Est-ce qu'on doit tout mettre à un certain endroit? Est-ce qu'on doit laisser une partie sur son compte en banque? C'est ça en fait tout l'enjeu et toutes les questions qui se posent. Et ensuite, finalement, se rendre compte qu'il n'y a pas une bonne réponse. Et c'est d'ailleurs pour ça que, même si la crypto-monnaie c'est mon domaine, c'est important pour moi de bien partager tout ça, parce que ce n'est pas la réponse ultime à cette question. Chacun doit faire en fonction de soi. Alors justement, en parlant de questions, je m'adresse à vous dans le public, mais je vous adresse également à vous, à ceux qui nous regardent sur le stream. Aujourd'hui, si vous allez épargner, chez qui vous allez épargner? Est-ce que vous allez épargner auprès de votre banque? Sur quel sujet vous allez préférer mettre de l'argent? Est-ce que vous avez, vous, public, une réponse à m'apporter par rapport à ça? Oui, ils sont sages. Très. C'est les masques. Ah, c'est ça. Oui. L'immobilier. L'immobilier, c'est une bonne réponse. La pierre, ça devient de plus en plus accessible. Il faut connaître quelques bases, mais ça permet de se projeter dans le temps. Étant donné que la valeur de la pierre évolue, tout comme l'immobilier pourrait l'être à Paris et évoluer à travers le temps, elle remplira toujours sa fonction première. C'est un endroit où on peut aller dormir. À partir de là, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien, mais tout comme les restaurants et les coiffeurs, on sait qu'il y aura de la demande. Et donc, c'est investir. Le truc qui va être compliqué, c'est quantifier le retour sur investissement, en combien de temps, quand et comment. Mais en attendant, l'immobilier est
une des bonnes issues. D'ailleurs, on a eu la chance de te recevoir l'année dernière. J'ai eu la chance aussi de te préparer, enfin, en tout cas, de préparer cette conférence l'année dernière aussi ensemble. On parlait d'immobilier. Tu parlais aussi de ces projets, de pouvoir aussi acquérir de l'immobilier via de la crypto, via des principes aussi voilà, d'acquérir de la pierre à plusieurs. Est-ce que c'est justement une manière d'investir un peu intelligente par rapport à ça? Alors, il y a de plus en plus de plateformes qui permettent de faire ça, qui permettent d'acheter du micro-immobilier, acheter 0,12% d'un bien, par exemple. Ça permet d'être plus liquide. Il y a des crypto-monnaies aussi qui tokenisent des bâtiments et qui permettent, je pense à des collègues comme EquiSafe, qui font de la tokenisation d'immobilier et qui vont dire, bon, ben, ce bâtiment, on va le transformer en 1 million de jetons. Et sur un site internet, c'est un marché secondaire, on va pouvoir acheter 50 jetons, les revendre quand ils auront pris ou quand ils auront perdu de la valeur, parce que je le rappelle, ça va dans les deux sens, et ensuite permettre aux gens d'échanger plus facilement et d'être plus liquides sur ces biens. D'accord. Alors, juste sur un point quand même qui peut-être va être important à revenir, c'est que on parle de crypto-monnaie, c'est en tout cas une tendance de fond dont on parle depuis de nombreuses années. Juste pour la petite anecdote, je lisais un message cette semaine pour rappeler qu'il y a 10 ans, un bitcoin, ça coûtait $20, ce qui n'est pas forcément, en tout cas plus le cas aujourd'hui. Non. On est plus, je crois, aux alentours des 1000... 10 000. 10 000. Et il manque un zéro. Aux alentours des $10 000, donc le bitcoin. Finalement, est-ce que cette crypto-monnaie est une possibilité pour les Français finalement d'aller d'épargne? Alors, la crypto-monnaie offre différentes solutions d'investissement et d'épargne. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait avec Just Mining. On permet aux gens d'investir sur des solutions très techniques. On enlève ce côté technique. Nous, on leur fait prendre le risque. Est-ce qu'ils y croient ou non? Et on les accompagne sur le long terme en enlevant la complexité pour transformer ces euros et aller jusqu'au placement. Malgré tout, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre épargner et investir. Quand on épargne, c'est pour ne pas perdre de la valeur, c'est pour sécuriser, constituer son trésor de guerre, sa réserve. Quand on investit, on accepte de perdre du capital, mais on prend le pari qu'on va gagner plus que ce qu'on va perdre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les crypto-monnaies, à l'heure actuelle, offrent plus d'investissement que de placement. Il y a 3 gros types d'investissement d'ailleurs. Le premier, c'est acheter de la crypto-monnaie. Voyez les crypto-monnaies comme des sites Internet. Et la technologie sur laquelle elles reposent, la blockchain, c'est Internet. Chaque crypto-monnaie sert à une chose en particulier, répond à un besoin. Tout comme on ne va pas comparer Facebook et Amazon. Ces 2 sites, leur seul point commun, c'est qu'ils sont sur Internet, mais ils ne répondent pas aux mêmes besoins. Eh bien, il faut comprendre que toutes les crypto-monnaies répondent à des besoins particuliers. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir choisir celles qui correspondent à vous, celles qui répondent à vos besoins et celles en lesquelles vous allez croire. Et ensuite, vous allez décider d'en acheter en espérant qu'à travers le temps, elles prennent de la valeur. Dans un second point, la deuxième grosse façon d'investir, ça c'est un petit peu trading, on achète, on espère que ça monte, ça ressemble beaucoup à la bourse, c'est le même concept. Le deuxième point, ça va être de sécuriser la blockchain. Aujourd'hui, si je te fais une transaction de 1 000 €, c'est ma banque qui envoie 1 000 € à ta banque. Que tu me dis ça parce que j'étais en train de regarder Viens, je te propose de s'asseoir un peu quand même pour le côté un peu plus intime de la chose. Justement, c'est une question qui était posée sur Slido. Alors, n'hésitez pas, vous également, à continuer avec cette application. On me dit, voilà, bonjour déjà à tout le monde. La question qui se pose tout le temps, c'est niveau sécurité de la blockchain. Finalement, est-ce que c'est sécurisé une blockchain? Toute la blockchain repose sur la sécurité et sur la confiance, totalement. Alors, il y a des jeunes blockchains qui ne sont pas sécurisés, mais c'est exactement comme... Mais je vais encore reprendre mon même exemple. Est-ce qu'Internet, c'est sécurisé? Si je te posais la question, est-ce qu'Internet, c'est sécurisé? Normalement, en tout cas, les sites e-commerce sont censés l'être. Voilà. Il y a toujours un risque. Après. Mais ça dépend des sites. Il y a des sites sécurisés, il y a des sites qui ne le sont pas. Donc c'est la même chose de dire, est-ce que la blockchain, c'est sécurisé? Il y a forcément des jeunes blockchains qui ont été très mal codées, qui sont très jeunes, où il n'y a pas eu d'expérience et qui ne sont pas suffisamment sécurisées. En tout cas, quand elles deviennent importantes, très utilisées, elles le sont. Et plus il y a de la valeur dessus, plus il y a un intérêt pour certaines personnes à essayer de briser le système pour voler cette valeur. Ouais. Et donc, plus elle est mise tout simplement encore à rude épreuve, et plus le temps passe, plus il y a de valeur dessus, plus les gens ont essayé de voler cette valeur. Le réseau Bitcoin, par exemple, depuis 2008, n'a jamais rencontré de problème. Il n'y a pas eu même pas une fois Et alors, des accrochages, il y en a eu plein, techniques, mais la seule fois où il y a une personne qui a réussi à utiliser un bug du code pour se créer elle-même des bitcoins,
Ben, ce problème de la blockchain a été rattrapé par d'autres avantages. La blockchain reste transparente. Donc quelqu'un a réussi à se créer des bitcoins, mais tout le monde l'a vu. Et donc ils ont proposé instantanément une mise à jour, un retour en arrière, et depuis la blockchain, elle continue sans ces nouveaux bitcoins et avec la résolution du problème. Donc c'est d'autres avantages de la blockchain qui sont venus régler son premier problème. Alors, on va quand même recentrer un peu sur le sujet initial, pour rappel, qui sont les limites ou les systèmes actuels justement d'épargne au niveau des Français. On a un peu parlé, donc on a expliqué qu'il y avait voilà, ces quelques types d'épargne, le PEL, le classique, l'or, qui était aussi une très grosse valeur refuge là, ces derniers mois suite au Covid. On a parlé aussi d'investissement dans l'immobilier grâce à la question de notre camarade dans la salle. Aujourd'hui, si moi je devais investir via justement les systèmes type crypto ou quoi, ça serait quoi un peu tes conseils par rapport à ça ? Alors, c'est la liste que j'avais commencé à faire. En fait, la première, c'est investir dans les crypto-monnaies, mais il faut s'éduquer. C'est le premier vrai gros conseil. S'il y a autant d'arnaques dans le monde de la finance, des crypto-monnaies, c'est parce que les gens foncent tête baissée, ils achètent le premier truc, et s'ils perdent, ils crient. C'est bien français d'ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut s'éduquer. C'est une nouvelle technologie, il faut prendre le temps de la comprendre. Si vous investissez dans une crypto-monnaie, vous n'allez pas perdre ou gagner parce que c'est une crypto-monnaie. Vous allez perdre ou gagner parce que vous avez choisi la bonne ou la mauvaise. Exactement comme la sécurité des blockchains, ça dépend de celle qu'on choisit. Il faut prendre le temps d'être capable d'évaluer tout ça. Ensuite, il y a également d'autres investissements dans la sécurisation de blockchain. Comme je disais, donc quand je fais une transaction de 1 000 €, c'est ma banque qui fait une transaction à ta banque. Mais si je t'envoie un bitcoin, ce n'est pas une banque. C'est un ordinateur quelque part dans le monde, il peut être aux États-Unis, il peut être en Chine, il peut être en Afrique, qui va faire le calcul et sécuriser notre transaction. Et le propriétaire, donc l'être humain qui a lancé cette machine, va récupérer une commission sur notre transaction. Eh bien, tu comprendras que si cet ordinateur, tu l'achètes et tu l'as chez toi, et il te consomme 2 € par jour d'électricité pour t'apporter 4 € par jour de bitcoin, eh bien, on peut dire qu'il est rentable. Et donc, c'est un investissement. Et donc, on peut investir en achetant des crypto-monnaies, mais on peut investir en sécurisant la blockchain. Et en échange de cette sécurisation, récupérer des intérêts. Il y a par exemple aussi le stacking. Le stacking, c'est comme le minage de crypto-monnaies, mais on n'a pas un ordinateur chez soi. On va bloquer de la crypto-monnaie, du projet qu'on a étudié, sur lequel on a fait nos diligences et qu'on décide de suivre. On bloque de cette crypto-monnaie, donc c'est une partie d'investissement déjà, parce qu'il faut l'acheter, la crypto-monnaie peut monter ou descendre, et en échange de l'avoir bloquée, on va avoir une rémunération par le réseau, comme des intérêts, comme une épargne, et on va recevoir tant de % d'intérêts par an. Donc il existe une multitude de solutions blockchain, mais ça, ce sont des solutions d'investissement. En solution d'épargne, ça commence à arriver avec la finance décentralisée, mais il faut savoir que comme c'est un domaine très jeune, en pleine croissance, il y a une solution d'épargne, c'est celle des stablecoins. Quand je dis solution d'épargne, c'est qu'on veut prendre un très petit risque, tout comme l'or. L'or, c'est un investissement, mais pour la plupart des gens, c'est une épargne. Eh bien, c'est pareil dans les crypto-monnaies, il existe ce que l'on appelle des stablecoins. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Eh ben non, justement, dis-moi tout. C'est une crypto-monnaie qui reste stable, puisqu'elle est adossée à une valeur qu'on connaît. Une crypto-monnaie qui est égale à 1 €, une crypto-monnaie qui est égale à 1 $. Alors oui, si tu achètes cette crypto-monnaie adossée au dollar, si le dollar perd de la valeur, tu perds de la valeur aussi. Mais ce n'est pas aussi risqué que d'acheter du bitcoin. Tu n'as pas peur que le dollar perde 40% dans la nuit. Et ces stablecoins-là, USDT, BUSD, bon, c'est des noms barbares, mais ce sont juste des stablecoins adossés à des autres monnaies. On peut les prêter sur des plateformes régulées, donc totalement légales, et qui donnent entre 8 à 15% d'intérêt par an. D'accord. Et ça, c'est mieux qu'un livret A. Bah oui, parce que du coup, on passe d'un 0,5 à 8 à... C'est ça. Les plus communs, c'est 8 à 10%. D'accord, ce qui est quand même plutôt pas mal. En regardant sur les questions qui sont posées sur Slido, on me dit, alors bonjour, est-ce qu'il y a une garantie de dépôt de mes blockchains ou de mes euros en épargne ? Alors, des euros en épargne, il y en a une, sous certaines conditions, notamment la solvabilité du pays, mais c'est à hauteur de 100 000 € sur certains comptes. D'ailleurs, il faut savoir que durant la crise du Covid, dans certains pays, j'ai peur de dire une bêtise, mais en Suisse, il me semble, tout ce qui était au-delà de 100 000 € sur certains comptes, c'est le prêteur, donc le particulier, qui devait payer des intérêts sur ce montant. Comme si conserver l'argent, ça coûtait. Et donc, on est dans le système inverse de l'épargne qu'on va chercher. Mais il y a une protection en France à hauteur de 100 000 € par compte, ce qui couvre beaucoup déjà de fonds pour des particuliers, mais pour une personne qui a créé un gros capital et un gros patrimoine au fil des années et au fil de ses générations, ça peut être très léger comme garantie. Et donc, elle se doit de diversifier ses finances. Dans le monde de la crypto-monnaie, ça dépend. C'est très jeune, donc il n'y a pas encore beaucoup d'assurance. Je prends l'exemple de Just Mining. Pour la première fois en 3 ans d'exertion, alors qu'on n'a encore jamais eu un seul problème,
on a une assurance qui serait prête à nous couvrir les fonds de nos clients en cas de vol. Pas faute de volonté, simplement parce qu'avant, les assurances nous disaient « Écoutez, on ne comprend pas ce que vous faites. Comment voulez-vous qu'on vous assure ?» Ça commence à arriver. Je prends les plus gros, Binance, Kraken, Coinbase, les géants, les vraies grosses plateformes régulées à l'international. Ces plateformes-là ont des assurances et en cas de perte de ces fonds, je ne parle pas de perte de la valeur, je parle d'un vol. Eh bien, les prêteurs sont couverts. D'accord. Ce qui est effectivement aussi, après, une évolution au-delà de ça, c'est on parle de blockchain, on parle de technologie finalement, c'était le cas aussi des assurances, le cas surtout plein d'autres sujets, tu vois, dans les manières de consommer un peu différentes. On s'éloigne un peu du sujet, mais tu vois, je vais louer un scooter électrique qui va gérer justement la problématique de l'assurance. Donc tu vois, il y a des choses qui sont complètement finalement un peu traitées de manière différente. Et du coup, ces institutions historiques sont censées aussi aujourd'hui peut-être commencer à bouger, à évoluer. Je parle de l'assurance, mais c'était également le cas de la banque. Aujourd'hui, ce que tu sens, toi, justement par rapport à ces problématiques d'épargne, les Français qui ont de l'argent à épargner, est-ce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont proposées justement par les banques et qui peuvent être intéressantes malgré tout si on n'est pas très à l'aise avec le concept des crypto-monnaies? Les banques ne proposent même pas encore de compte pour toutes les sociétés qui sont dans la blockchain et dans les crypto-monnaies. Ouais. Donc avant qu'elles proposent, elles, des solutions à leurs clients, on en est loin. Après, les États-Unis, par exemple, ou encore l'Allemagne, le gouvernement de ces pays a donné l'autorisation aux banques de conserver des crypto-monnaies pour leurs clients. Donc ça y est, ces pays avancent un peu plus vite que la France là-dessus. Par contre, on voit dans toutes les grosses institutions, assurances, banques, on voit 3 grosses catégories et il y en a une qui est en train de s'effacer et ça me fait plaisir parce que ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Il y a ceux qui n'y croient pas du tout. C'est n'importe quoi, c'est pas l'avenir, ça changera rien, c'est inutile, on veut même pas en entendre parler. Ça, c'est la catégorie qui est en train de disparaître. En 2017, elle était très présente. Maintenant, ça y est, les gros acteurs bancaires doivent avoir une position. On aime ou on n'aime pas, mais on peut plus dire « ouais, mais c'est pas ce qu'on pense, c'est pas utile, c'est fini ça, c'est plus possible ». Maintenant, il y a 2 grosses catégories. Il y a les banques qui sont fondamentalement contre, qui disent que c'est inutile et surtout qui comprennent que c'est dangereux pour eux. Les banques qui vont fermer, qui vont bloquer des comptes, qui vont empêcher des particuliers de faire des virements vers des plateformes. J'ai certains de mes clients qui se sont fait clôturer des comptes parce qu'ils ont envoyé à un partenaire qui avait un nom d'entreprise très crypto-monnaie. Blockchain, ça passe mieux, mais crypto-monnaie, c'est encore un peu dur. Qui se sont fait refuser le virement bancaire par la banque. La banque a dit non. On ne fait pas ce qu'on veut de son argent. Et ce qui se passe, c'est que la toute dernière catégorie, ce n'est pas les banques qui sont contre, c'est les banques qui ne veulent pas encore se positionner pour, parce que politiquement, c'est très compliqué à gérer, mais qui commencent à développer en interne des petits projets blockchain, à incuber des startups qui développent des solutions sur la blockchain et sur les crypto-monnaies, pour le jour où ce sera reconnu par toutes les banques que la nouvelle course, la finance 2.0, ce sera la blockchain, à ce moment-là, elles auront déjà une carte dans la poche parce qu'elles auront préparé le coup. Et c'est la catégorie qu'on voit se développer aujourd'hui avec beaucoup de banques. Je pense par exemple à la Société Générale qui a émis 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain, par exemple. Et c'est des petits projets, on n'en entend pas trop parler, c'est très privé pour l'instant. Mais ça veut dire beaucoup pour nous quand on a un géant comme JP Morgan qui disait « la crypto-monnaie, c'est un scam, c'est une arnaque ». L'année d'après, la crypto-monnaie, c'est peut-être pas ce qu'on pensait. Et on se rend compte que son président fondateur détient beaucoup de bitcoin. Et l'année d'après, 2018, il me semble, JP Morgan annonce lancer le JP Morgan Coin, la première crypto-monnaie bancaire. D'accord. On le voit évoluer. Alors du coup, est-ce qu'on peut considérer que demain, la crypto-monnaie va devenir une valeur refuge? Ou est-ce que ça peut être une valeur refuge? Ça dépend laquelle, encore une fois. Ce serait comme dire, est-ce que les métaux précieux vont être une valeur refuge? Si on parle de l'argent, peut-être. Si on parle de l'aluminium, je ne sais pas. Si on parle de l'or, très clairement, c'est une valeur refuge, ou du moins c'est un moyen d'investir ou d'épargner pour certains. Donc encore une fois, quelle crypto-monnaie? Je suis certain que toutes les solutions qui existent dans la finance actuelle trouveront une image dans la crypto-monnaie et dans le monde de la blockchain. À partir de ce moment-là, toutes les solutions d'épargne et de prêt qu'on a aujourd'hui trouveront leur image et leur équivalent de confiance dans la blockchain. J'en suis certain. D'accord. Donc du coup, en tout cas, pour toi, la blockchain, c'est un investissement. Alors je sais que du coup, tu es très présent aussi au travers de ta société. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer un petit peu ce que vous faites chez Just Mining par rapport à justement ces problématiques? Est-ce que vous pourriez apporter aux Français qui souhaiteraient épargner du coup de cette manière-là? Alors, épargner, on ne proposerait pas. Just Mining, c'est vraiment l'investissement. C'est pour ceux qui veulent accompagner la technologie. On pourrait les éduquer parce qu'on connaît des solutions d'épargne et on a des partenaires qui font ça. Mais nous, on est vraiment dans la prise de risque. Croire en la blockchain, sélectionner et éduquer nos clients, c'est la première étape. On leur apprend à comprendre qu'est-ce qu'un bon projet, comment l'analyser,
comment le comprendre du moins, et dans une deuxième phase, on leur explique comment sécuriser cette blockchain. Tel projet t'intéresse, ils ont telle crypto-monnaie, eh bien moi je peux t'apprendre comment bloquer cette crypto-monnaie et comment sécuriser les transactions des autres utilisateurs et obtenir des intérêts, donc développer ton portefeuille et ton capital. Et à ce moment-là, tout le côté technique, on va l'enlever, on va le gérer pour toi, et nous on va un petit peu comme un broker qui à l'époque allait dire bon, ben, mon client veut acheter 15 actions Peugeot à tel prix maintenant. Eh bien nous on va faire cet acte-là, en fait, on va simplifier et on va permettre à monsieur et madame tout le monde non seulement de comprendre ce qu'ils font, en enlevant tout le côté technique, on va leur faire prendre des risques, mais on va leur faire comprendre ces risques, donc leur expliquer pourquoi ils gagnent et pourquoi ils perdent dans les deux sens, et surtout maîtriser la boucle si jamais ils veulent repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire transformer cette crypto-monnaie en euros et la ravoir sur leur compte courant, ou à l'inverse, réinvestir dans une autre crypto-monnaie, diversifier, aller encore plus loin, comme certains de nos clients qui découvraient la blockchain en 2017 et qui aujourd'hui se retrouvent à développer certains protocoles et à lancer des projets tellement ils se sont imprégnés de cette technologie. Et on a même certains clients aujourd'hui qui viennent nous dire « Ok, j'ai un nouveau produit, est-ce que vous voulez le vendre ?» Alors que ce sont des clients qui découvraient par nos mots au départ les bases même de la blockchain. C'est génial, parce que du coup, c'est là que le côté de l'évangélisation que tu as depuis maintenant presque quelques années, finalement, les messages que tu souhaitais faire passer par rapport à cette thématique-là, finalement, on t'arrive à l'emmener, à éduquer, à évangéliser. J'aime beaucoup ce mot, parce que même si c'est très Microsoft... Déjà, il y a plus de demandes qu'avant. En 2017, je me battais, je faisais 4 vidéos par mois minimum, et j'avais 5-6 000 personnes qui me suivaient. Aujourd'hui, j'ai presque 175 000 personnes sur YouTube. Sur les autres réseaux, c'est beaucoup plus gros. Moyenne d'âge, c'est 40 ans. C'est des investisseurs, des décideurs, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont déjà responsables, des gens qui ont un petit bout de chemin sur la vie en général et qui se disent « Ok, je m'intéresse à la blockchain pour gagner. » Et notre job à nous, c'est de leur dire « Ok, on peut gagner, on peut perdre, mais surtout, comprenez pourquoi ça change. Comprenez pourquoi la technologie va changer ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas une évolution, ce n'est pas le niveau d'après. C'est vraiment une révolution parce qu'on va changer certaines bases qui ne vont plus aujourd'hui. On va apporter plus de transparence et d'efficacité dans certains outils qui aujourd'hui ne vont plus. D'accord. Alors, avant de conclure, parce qu'on va bientôt arriver à la fin, avant de laisser la parole à la salle, et encore une fois, je vous rappelle sur Slido, code GEN20, quelques questions qui sont déjà posées, donc je garde d'ici quelques minutes. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour résumer un peu ce qu'on s'est raconté depuis cette petite demi-heure ? Alors, on a parlé de pas mal de choses sur l'épargne. Ce que je veux dire, c'est que la solution à tout, c'est pas de vider votre compte courant et d'aller acheter des crypto-monnaies. Si c'est ce que vous avez retenu, il faut tout de suite enlever ça de votre tête. Ce n'est pas le cas. Si je devais vraiment conclure sur quelque chose, c'est qu'en France, on immobilise trop. On a peur du changement. On épargne parce qu'on a peur de perdre notre emploi. Mais on a tellement épargné sur un endroit qui ne nous rapporte rien, parce que l'épargne ne rapporte plus rien, que du coup, on se rend compte que le seul moyen qu'on a de gagner de l'argent, c'est notre salaire. Et donc, on a encore plus peur de perdre notre emploi, et donc on épargne encore plus. C'est un cercle vicieux. Il faut prendre le temps de se diversifier. Et ça ne veut pas dire investir partout et n'importe comment. Ça veut dire, dans un premier temps, prendre le temps de s'éduquer. Il y a des concepts où il y a des mots, ne serait-ce que dans la crypto-monnaie, mais aussi dans l'or ou dans l'immobilier, que vous avez peut-être entendu pour la première fois aujourd'hui. La question, c'est est-ce que dans 5 ou dans 10 ans, quand ça n'ira plus, et si ça ne va plus, vous allez entendre parler d'autres concepts que vous allez devoir apprendre rapidement parce que vous n'aurez plus le choix? Ou est-ce que vous-même, vous allez faire la démarche de vous renseigner sur les différentes façons de diversifier ses finances, d'épargner ou d'investir dans les autres domaines avant que le besoin se présente à vous? Et ce serait ça la conclusion. Prendre le temps de s'informer, aller de l'avant et arrêter de penser que tout est trop compliqué. Si on ne prend pas le temps de s'y intéresser, oui, tout est trop compliqué. Ça, c'est sûr. Alors, sur les questions qui sont posées, c'est cool, parce que du coup, il y en a plein en ce moment là qui sont en train d'arriver. Alors, je vais sélectionner une question un peu simple. Un simple débutant peut-il utiliser la crypto-monnaie sans crainte? Un petit tuto ou un accompagnement pour faciliter la tâche. Vous pouvez regarder les vidéos d'Asher directement sur YouTube. Déjà. Abonnez-vous. Alors, oui. Il faut une petite base. Moi, je pense qu'il faut 1h30, 2 heures pour avoir les bonnes bases. C'est-à-dire acheter sa première crypto-monnaie, un petit 50, 100 euros. Commencer par ça. Ne pas mettre 10 000 euros pour débuter. Il faut comprendre la nouvelle mécanique. On achète 50 ou 100 euros de Bitcoin. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment la sécuriser. Qu'est-ce que c'est vraiment être sécurisé? Il faut comprendre. Si on ne comprend pas, est-ce que les gens peuvent accéder à mon ordinateur? Est-ce qu'ils peuvent accéder à mon porte-monnaie? C'est ça qui fait peur, en fait. C'est le flou du « Ah, mais même si j'arrive à en acheter, comment je la garde? Comment je la sécurise ?» Il faut passer cette étape-là. Dès qu'on en a acheté, qu'on l'a sécurisé,
qu'on sait la revendre et l'échanger contre des euros, là, on a fait une première boucle. Et là, on peut recommencer petit à petit sur d'autres monnaies avec un petit peu plus jusqu'à ce qu'on comprenne réellement comment ça marche. D'accord. Alors, une autre question aussi que je trouve assez intéressante, parce que je pourrais même moi me la poser, c'est est-ce que ça vaut encore le coup d'utiliser un ordinateur perso pour aller miner des bitcoins? Pour miner des bitcoins, non, plus du tout. Parce qu'il y a des ordinateurs qui sont tellement spécifiques, c'est exactement comme si on faisait une course de voiture tous les deux, mais moi je ferais ça avec la toute première voiture de l'humanité et toi la toute dernière qui vient de sortir. Ça sert à rien, ça n'a pas de sens. D'accord, ok. Par contre, on peut se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faut comme capacité minimum pour pouvoir miner et sous quelles conditions on est rentable. D'accord. Une question d'imposition que je trouve intéressante. Quelle imposition sur les revenus générés par l'épargne ou l'investissement dans la crypto-monnaie? Alors, ça va être considéré pour l'instant. J'ai peur de dire une bêtise parce que déjà que c'est une régulation qui vient à peine d'arriver, on est à moins de 12 mois. Et cette base-là, il y a des concepts qui ne sont pas encore très précis. Par exemple, la loi prévoit d'imposer la flat tax, donc 30%, sur tous les revenus et toutes les plus-values générées grâce aux crypto-monnaies. Je parle des profits, évidemment, pas du capital de base. Par contre, le stacking de crypto-monnaies, le fait de bloquer ces crypto-monnaies pour en générer d'autres, est-ce que c'est des intérêts? Est-ce que c'est une plus-value? Est-ce que c'est très compliqué encore? Et la loi ne peut pas répondre, puisqu'il n'y a pas encore la réponse à cette question. On va devoir trancher. Et donc, pour l'instant, tout est considéré comme une plus-value. Si on met 100 € dans les crypto-monnaies et qu'on retire 150 €, il y a 50 € de profit, et donc il y a 30% d'imposition sur ces 50 €. Okay. Pour l'instant, c'est comme ça qu'il faut voir généralement tout cet écosystème. Alors, je vais prendre une dernière question, parce que je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alix, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? En attendant, est-ce que vous avez des questions dans la salle directement de vive voix que vous aimeriez poser à Owen qui est avec moi? Oui, le micro arrive. Merci, bonjour. C'est la troisième question qui apparaissait. J'ai toujours eu l'idée d'investir 1000 € dès qu'il y avait une nouvelle crypto-monnaie qui sortait, notamment par exemple le Cestrel qui est sorti, parce qu'il y a des prix de lancement et il y a une telle cohue maintenant pour que ça fait x2, x3, etc. Et je me disais, est-ce que si j'investis 1000 € et que j'attends que ça fasse de nouveau 1000 €, je peux retirer mon investissement de départ? Ça fait une opération blanche, je garde des Cestrel qui peuvent plus tard ramener vachement plus. Alors, je ne connais pas suffisamment bien cette monnaie, donc je ne peux pas vous recommander. Hein. C'est comme si vous me demandiez mon avis sur une certaine entreprise en bourse. Si je ne la connais pas, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux répondre plus généralement, investir 1000 € dès qu'il y a une crypto-monnaie qui sort. Le problème, c'est que les crypto-monnaies, maintenant que c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle technologie qui est formidable. Je vous le dis parce que je le crois. Malgré tout, c'est un effet de mode. Tout comme les ICO, tout comme la finance décentralisée. Le problème que j'ai avec ça, c'est que même si fondamentalement je sais que ça va tout changer, et j'y crois vraiment, c'est un effet de mode et il y a des gens qui savent que ce soit un bon ou un mauvais projet, il y a des gens qui vont venir mettre de l'argent parce que c'est à la mode. Et donc c'est ce qui me fait peur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% des nouvelles crypto-monnaies meurent. Parce qu'il y en a vraiment quelques-unes qui arrivent avec une vraie volonté de changer les choses. Et il y en a beaucoup d'autres qui se disent « Ouais, non, on va juste dire qu'on est une crypto-monnaie. On va dire qu'on est dans la finance, l'intelligence artificielle, la reconnaissance de ci, de... » Et les gens vont mettre de l'argent. Donc, je déconseille de mettre de l'argent dans tout plein de nouveaux projets en espérant faire une bonne pioche. Par contre, investir un petit montant comme ça, mettre 500, 1000 € par an sur le Bitcoin et dès qu'il monte, récupérer sa mise pour laisser la plus-value, c'est une bonne façon d'investir. Ce qui est très recommandé pour les gens qui veulent vraiment investir mais qui n'ont pas le temps de s'y consacrer, qui n'ont pas le temps de passer 4-5 heures par semaine à s'éduquer, c'est le DCA, Dollar Cost Average. En gros, vous prenez un petit montant non significatif de vos revenus, 10, 20, 50 €, pas la peine de se mettre en danger non plus, et tous les mois, vous le mettez sur le Bitcoin ou sur l'une des crypto-monnaies les plus connues. Si vous perdez cet argent-là, ce sera une partie non significative de vos revenus, ça ne vous aura pas mis en danger. Par contre, si dans 5 ou dans 10 ans, la blockchain finit là où vous l'avez imaginé et qu'elle a fait x100, ces petits mois où vous avez mis 20, 50 € par mois pendant 4 ou 5 ans, ça sera une source et une entrée d'argent colossale. C'est un conseil que je pourrais donner. Et pour répondre plus précisément à votre question, il aurait fallu que je connaisse le projet en soi. Owen, on va s'arrêter là parce que je pense qu'en termes de timing, on est bon. Je tiens à te remercier. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites nous dire? Une phrase, un élément, un concept? Je vais vous dire pourquoi il dit ça, parce qu'il savait qu'il y avait une citation à la fin. J'aime beaucoup Arthur Schopenhauer qui disait que toutes les grosses évolutions passent par 3 phases. Au début, elle est ridicule, on n'y croit pas.
Toi, tu vas parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète sans câble. Tu me fais bien rire. La fois d'après, quelques temps après, quelques mois, quelques années, on se rend compte que la technologie existe. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout de la planète sans fil. Là, c'est dangereux, là, ça fait peur. Parce que l'armée américaine se dit, mais qu'est-ce qui se passe si mes concurrents et si mes adversaires l'ont et que moi, je n'ai pas cette technologie? Là, ça fait peur. C'est la deuxième phase de la révolution. Et la dernière phase, c'est quand tout le monde l'a dans sa poche, et c'est quand on arrive dans la phase d'évidence. Je pense que la blockchain est en train de sortir de la phase du ridicule, quand personne n'y croyait, et maintenant on rentre dans la phase danger. Certains qui se rendent compte que ça va changer leur métier, d'autres qui se rendent compte que ça va peut-être les faire disparaître, d'autres qui ont envie de s'y précipiter, mais comme il y a un effet justement de chahut et que tout le monde veut rentrer, on fait des bêtises, on ne comprend rien, on investit, donc on est prêt à perdre de l'argent. Là, on est dans la phase dangereuse, il faut se poser, et le seul moyen d'aller à la phase évidente, c'est de se renseigner, de prendre le temps et de s'éduquer avant d'investir, ce que l'être humain a beaucoup de mal à faire. Merci en tout cas du coup pour cette conclusion. Et merci à tous d'avoir suivi sur le live et en vrai cette conférence sur comment est-ce que je peux épargner demain de manière efficace, de manière intelligente. Très bonne fin de journée à tous et bonne fin de gêne.